dans ce temps, qu'on pourrait qualifier de vieux et de bon, j'étais passé maître dans l'art de choisir les rêves que je souhaitais faire. Il m'a fallu de longs entraînements avant de maîtriser cette discipline que bien peu de gens gouvernent. Pour y parvenir, il m'était impératif de me concentrer plusieurs jours de suite sur le scénario souhaité, y apportant détails et rebondissements possibles. Le soir choisi, après avoir observé longuement les pattes rouges mouvantes du radio-réveil faire leur gymnastique perpétuelle, ce qui, je crois, tenait plus d'un rituel que d'un processus absolument nécessaire, je m'endormais, serein, sans le moindre doute sur la venue d'une fiction surgissant dans mon sommeil. Ainsi, ces années-là, je devins fréquemment immensément riche, beau comme un dieu, athlète musclé, chanteur adulé, écrivain à succès, séducteur, champion de golf, savant génial, et j'en passe. Évidemment, à force d'habitude, des meilleures choses, on se lasse. Je finis donc par détester le manque de surprise, les déroulements millimétrés et plus que tout, les réveils douloureux où le retour à la vraie vie me faisait réaliser toute l'étendue de ma médiocrité. Des années plus tard, la nuit d'un samedi au dimanche, le dernier nombre que dessinèrent les pattes articulées du réveil avant que je ne sombre dans un sommeil réparateur, normalement exempt du moindre rêve, fut 2h22. L'avocat commis d'office entra dans ma cellule. Je suis maître Charles Corday. J'ai été désigné pour vous défendre, ce que malheureusement je ne ferai pas. Je viens de m'entretenir avec la présidente, elle est très remontée contre vous. Elle veut faire un exemple, vous briser, vous faire disparaître du paysage, vous châtrer, vous réduire au silence. Elle veut vous voir griller sur un bûcher dressé en place publique et faire la danse des squaws autour. Je ne sais pas précisément ce que vous avez bien pu faire, mais selon elle, vous devez payer cher. Je répondis que je n'avais pas la moindre idée de mes crimes, peut-être quelques descriptions des rapports hommes-femmes dans de courts textes insignifiants. Pour le reste, une vie d'homme, somme toute normale. Vous savez, j'ai l'habitude. Vous êtes tous innocents. Je ne vous représenterai pas. Mon épouse est très sensible au mouvement MeToo et balance ton porc, tout ce genre de trucs. Si elle apprenait que je vous représente, ce serait la soupe à la grimace et mes nuits à l'hôtel du cul tourné, sans parler de ma carrière, anéantie. Je vous conseille de la jouer finement, surtout pas agressif, et encore moins mielleux. Affirmez votre respect pour ces dames et advienne que pourra. Mais la galanterie, le compliment, le badinage, l'aménité. Oubliez toutes ces conneries, mon vieux. Elles sont passées à autre chose. C'est Virginie Despentes qui me hurla d'entrer dans la salle d'audience, de me tenir droit à la barre et, je cite, de garder fermé mon clapet tant qu'elle ne m'aurait pas ordonné de l'ouvrir. Elle appela le premier témoin. « Simone, je vous prie. » Ma mère arriva en secouant la tête comme elle le faisait quand j'avais fait une connerie étant gosse. Le nombre de secousses était habituellement proportionnel à l'importance de la bêtise. J'en déduis que l'affaire était grave. J'accuse mon fils, ici présent, de m'avoir considéré de longues années durant, je dirais 17 ans, à vue de nez, comme sa bonne à tout faire. Il n'a jamais fait correctement son lit, pas plus qu'il n'a nettoyé sa chambre, très peu participé aux travaux de la maison, oubliant sans cesse une fourchette, un verre ou une serviette quand il dressait la table, fuyait aux toilettes à l'heure de la vaisselle, laissait traîner ses chaussettes sales sous le sommier, et j'en passe. J'aurais pu supporter cela s'il avait, en contrepartie, bien travaillé en classe. Mais pensez-vous, madame le procureur, je dois bien l'avouer, ça me désole, c'était un feignant. Les bonnes notes reçues en géographie, c'est à moi qu'il les doit. Vous comprenez? J'ai dessiné toutes ces cartes.
Les fleuves, les massifs montagneux, les baies, les estuaires en sciences naturelles. J'esquissais le système nerveux de la grenouille, les os, les muscles, les veines et les artères qui nous composent, vous et moi. J'adorais ça. Et vu que mon père ne m'a jamais laissé poursuivre mes études, attendu que ma mère était morte et qu'il lui fallait une servante à la maison, eh bien... Merci, merci, merci. De cet éclaircissement, Simone, on comprend à qui on a affaire. Devant assurer ma défense moi-même, je bredouillais que c'était elle qui m'avait élevé ainsi, que chaque fois que je voulais l'aider, elle me rabrouait en soupirant qu'elle aurait plus vite fait de le faire elle-même. J'ajoutai que je me rattrapais bien maintenant, puisque depuis qu'elle était vieille et en maison de retraite, je venais la visiter chaque semaine. Je lui apportais des biscuits, de la confiture, je la promenais à pied puis en voiture, et enfin qu'elle n'avait, grâce à moi, jamais passé ni Noël ni Pâques, et encore moins son anniversaire seul. « On s'en fout de tout ça !» clama Virginie. « On juge votre comportement envers les femmes, et ce n'est en aucun cas votre soi-disant gratitude envers votre mère qui vous sauvera. Témoin suivant. » Eliane Sanchi, directrice à la retraite de l'école Sainte-Anne-à-Toile, s'approcha lentement dans un ensemble vieillot gris-bleu, les mains croisées à hauteur du nombril. Un chapelet de perles de bois au bout duquel pendait, crucifié, Jésus en étain sur une croix de noyer plaquée sur sa poitrine. Elle expliqua que j'étais, ces années-là, un brave garçon, poli, gentil, pas particulièrement doué pour les études, mais que je me maintenais dans un milieu de tableaux par confort pour ne pas redoubler en travaillant à minima. Puisque j'étais jugé ce jour, il lui semblait nécessaire d'apporter son témoignage pour aider à faire la lumière sur ma personnalité qui, sans beaucoup de relief, ne l'avait pas tellement impressionné. Cependant, un détail lui revenait, une sorte de difficulté à obéir aux ordres donnés par les femmes. Je le revois, madame le juge. On aurait dit qu'il se fichait de nous, directrice, institutrice et bonne sœur, attitude qu'il ne montrait pas si l'abbé Dumoulin ou le père Pérard lui imposait quelque chose. Merci, mademoiselle Sanchi. Il me semble que cela va dans notre sens, fit Despentes. Christine Gouget avait pris un sacré coup de vieux. Elle expliqua le baiser que je lui aurais volé lors de notre voyage scolaire au château de Versailles en 5e. Le baiser ne fut pas si horrible, mais c'est la façon, dit-elle. Ce n'était pas du tout son style de faire ça. Il était plutôt timide, mais là, derrière le bosquet de la girandole, je ne me méfiais pas et paf! Soyons précises, demanda la juge. C'était un smack ou une pelle? Entre les deux, fit Christine. C'était peut-être le lieu, le roi et toute cette affirmation de puissance masculine qui lui ont tourné la tête. Se pavaner sur les traces du chaud lapin royal lui a sans doute fait croire qu'il avait des droits sur moi. Christine, tu déconnes, ai-je répondu. C'est ta langue qui a forcé le passage. Elle fila sans répondre. Claude-Lotte monta l'allée, un peu raide dans sa robe outre-mer et ses chaussures à talons années 50. Elle parla d'un atelier d'écriture auquel je m'étais rendue une fois. Je n'y avais pas particulièrement brillé, confia-t-elle. Elle expliqua vite fait mon style, un tantinet misogyne, pompé d'un mélange hétéroclite de Céline, John Fent, Philippe Roth, Bukowski et j'en passe. Sans talent, évidemment. Je lui ai alors conseillé modestement de trouver son propre langage, sans ces foutues influences d'un temps révolu, précisa-t-elle. Je ne l'ai bien sûr plus revu à la suite de ça. Je le décrirai comme un homme figé dans un temps antérieur au sien, incapable d'appréhender les changements de notre société. Il ne me sembla pas franc du collier. Il avait un drôle d'air. Je dirais plus précisément qu'il avait l'air d'avoir
2 airs. Là, je le vois debout dans ce box. Il me fait l'effet d'un grand dadé, comme j'en vois souvent dans les écoles lors de mes interventions. Mal éduqué. Voilà le problème. Les hommes font preuve d'un mimétisme en matière de conneries. Tel père, tel fils. L'épouvantable transmission. Je pris sans permission la parole, déclamant avec beaucoup de verve qu'on devait faire la part des choses entre l'homme et son œuvre. Une voix excédée surgit du fond de l'auditoire. « C'est une honte! Bravo! On atteint des sommets! Bravo !» clama Adèle. « Quel homme! Quelle œuvre! Ce que je n'accepte pas pour lui, Ferdinand, je ne vais pas le tolérer pour ce scribouillard de mes deux !» Elle fit un spectaculaire demi-tour, sa robe balmain s'envolant à la hauteur de ses jolies cuisses, et aboya que si elle était juge, elle me condamnerait à ne plus jamais écrire la moindre ligne, sauf peut-être une liste de courses. Julie et les filles de notre groupe d'écriture montèrent énergiquement à l'assaut de la barre où les témoins devaient se tenir. Julie porta la parole du groupe de filles qui, alignées à ses côtés, opinaient de la tête à chaque phrase. Il en sortit que je n'étais pas si terrible, que beaucoup d'hommes m'étaient supérieurs dans l'art de maltraiter les femmes, et que même s'il y avait beaucoup d'efforts que je pouvais faire, tout cela leur semblait énormément de bruit pour peu. Une tempête dans un verre d'eau, pas de quoi fouetter un chat. Elle termina en affirmant que le féminisme devait être empreint de discernement, sans quoi ce serait contre-productif. Les filles applaudirent et me firent un signe d'amitié. La dépente, furax, cria qu'elles étaient traîtresses à la cause et qu'avec des amis tels que ça, les femmes n'avaient nul besoin d'ennemis. « Sortez !» Sophie et nos filles, sans me dédouaner de rien, affirmèrent qu'à elles trois, elles m'avaient bien dressée et qu'elles toléraient un léger côté macho à l'occasion comme une soupape de sécurité, le but n'étant pas que je devienne une lavette. Le fait qu'on pouvait compter sur moi en toute occasion compensait en partie mes travers. « C'est assez !» dit Virginie Despentes. « J'ai assez d'éléments pour juger cette affaire. Levez-vous !» accusé. « Je vous condamne à vous tenir éloigné de toute femme. Vous finirez solitaire. Vous pourrez ainsi méditer sur la saloperie de poison qui irrigue votre cervelle de phallocrate. » Elle saisit alors un énorme maillet et une épaisse planche sur laquelle était sculpté un pénis en érection, et après avoir pris un élan considérable, frappa d'un coup sec la pauvre bite. Étendu, figé sur le lit, je fixai le plafond mat. J'étais en transpiration, une sueur glacée. Dans chaque main, je pétrissais une poignée de drap froissé. Il me fallut plusieurs secondes pour revenir à la vie. J'entendis le bruit rassurant de la cafetière qui aspirait de l'air du fond du réservoir d'eau en glougloutant, et les sons familiers de la table du petit déjeuner qu'on dressait. Je fus d'attaque sur le champ, changé, coiffé et d'humeur charmante, un peu surjoué, je l'avoue. Sophie buvait un café, je l'embrassai et trop rapidement lui proposai de faire les courses et le repas du soir. Elle trouva évidemment louche cet empressement inhabituel, sourit en répondant pourquoi pas. Elle jeta un rapide coup d'œil à la grande horloge de la cuisine et, joignant le geste à la parole, dit « Je suis à la bourre, je me lève et je me casse. »